Aujourd'hui, Science en Tourne vous amène à la plage. Nous sommes au Pays Basque, au bord de l'océan Atlantique. Seulement un beau paysage? Non. La mer et la côte sont l'objet d'études du laboratoire SIAM, le laboratoire des sciences de l'ingénieur appliquées à la mécanique et au génie électrique de l'Université de Pau. L'équipe mécanique notamment s'intéresse à la mécanique des vagues et à l'érosion des côtes. Nous rencontrons aujourd'hui son directeur, Stéphane Abadi. Bonjour. Donc au sein de cette équipe mécanique, nous étudions les vagues par la modélisation numérique et également par l'observation. Alors vous verrez tout au long de ce film différents exemples de modélisation numérique. La modélisation numérique, c'est en fait le fait d'utiliser les mathématiques et l'ordinateur pour rejouer la réalité. Et de l'autre côté, on fait de l'observation directe des phénomènes. Donc par exemple, derrière moi, vous voyez des vagues. On s'intéresse à la mesure de ces vagues en temps réel. Donc on a une bouée au large de Biarritz qui mesure les vagues. On a aussi une station au niveau de Saint-Jean-de-Luz dont vous verrez les résultats au cours du film, qui permet de mesurer les impacts des vagues sur les structures. Et également une station vidéo sur le phare de Biarritz qui permet de mesurer l'évolution des bancs sableux. Voilà, tout ça donc permet de suivre l'évolution des différents paramètres des plages et des vagues. Le premier type de vague, c'est les vagues qu'on appelle les vagues de vent, qui sont les vagues que vous voyez derrière moi. Elles sont générées par le vent et ensuite elles se propagent et viennent à la côte casser sur nos plages. Elles ne sont pas spécialement dangereuses, sauf en période de tempête. Ensuite, d'un autre côté, on étudie ce qu'on appelle les tsunamis, qui sont elles des vagues beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus longues, et qui sont générés par les tremblements de terre ou les glissements de terrain. Donc vous verrez également des exemples d'études de ce second type de vague. On a différents types de tsunamis donc, qui peuvent être générés par des séismes ou par des éruptions volcaniques sous l'eau. Mais on peut aussi avoir un volcan qui est situé proche de la mer, un volcan terrestre. Et donc on a une partie de ce volcan qui est fragile, qui peut s'effondrer. Et donc avec le volume de roches qui tombe dans l'eau, ça crée une vague de tsunami. Donc je travaille sur la modélisation des vagues générées par des éboulements. Ce que je fais, c'est des simulations numériques pour approcher un cas réel. Mais un cas réel, c'est très compliqué. On a un volume d'éboulement qui est difficile à déterminer, des blocs de taille indéterminée, et c'est difficile d'avoir les interactions entre les blocs. Donc il faut simplifier au maximum dans un premier temps. Donc on a des expériences qui sont faites en laboratoire. Par exemple, une expérience simple, c'est de faire tomber des billes dans l'eau. Donc on voit les vagues qui sont générées. On a aussi la forme de l'éboulement. Et moi, ce que je vais faire, c'est des calculs sur ordinateur pour approcher cette expérience faite en laboratoire. Donc une première approche, c'est de remplacer les billes par un fluide. Donc c'est pas de l'eau, c'est un fluide qui va être plus visqueux que l'eau. Voilà, quand il tombe dans l'eau, on a bien des vagues qui sont générées. On retrouve une forme d'éboulement, mais c'est très différent de ce qui se passe dans la réalité. Et donc, on a des choses qui ne sont pas prises en compte et qu'on aimerait prendre en compte. Donc, mon travail, c'est de complexifier ce modèle pour réussir à s'approcher au maximum de l'expérience en laboratoire. Et pourquoi pas, quand notre modèle, on le trouve approprié, pouvoir l'appliquer sur un cas réel, comme le volcan qui tombe, une partie du volcan qui tombe dans l'eau. Je travaille sur l'impact des tsunamis sur la côte. Et donc, mon travail de recherche est financé par le projet national français Tandem, qui est un projet qui a été lancé après le tsunami de 2011, qui a frappé les côtes japonaises et qui a engendré un incident majeur dans la centrale nucléaire de Fukushima. Et avec tous les problèmes que ça a amené. Et donc l'objectif de ce projet est d'évaluer les risques que la France aurait si un tsunami frappe les côtes françaises et aussi la sécurité des centrales nucléaires. Donc notamment, je me focalise sur l'interaction, sur la stabilité des structures. Et donc,
j'étudie les différences entre les vagues de tempêtes et de tsunamis. Et aussi, à l'aide du code numérique, on peut analyser les forces qui vont être appliquées sur les structures lorsqu'elle est impactée par un tsunami. Donc, nous utilisons des expériences au laboratoire en simulant des vagues de tsunami à une petite échelle, et les faisant impactant contre une digue qui est un modèle réduit de la vraie digue qu'on trouve sur la plage. Et ça nous permet de valider des codes numériques et qu'après, en étudiant ces simulations numériques, on va pouvoir étudier la stabilité de la digue et prédire les forces qui vont être appliquées sur la digue et au final améliorer son dimensionnement pour l'avenir. Nous nous trouvons en haut du phare de Biarritz. C'est une zone qu'on utilise pour étudier et surtout observer l'impact des tempêtes sur les plages. Donc, les vagues sont générées au large au niveau des zones dépressionnaires. Donc, ces zones de dépression génèrent des vents violents. Donc, ces vents violents vont souffler à la surface de l'eau, qui vont générer des rides qui se transforment en vagues. Donc, ces vagues ensuite vont se propager à travers l'océan avant d'atteindre nos côtes. Donc, au cours de leur propagation, en eau très profonde, puisqu'on parle de centaines de mètres, elle va ensuite arriver dans des zones ce qu'on appelle de petits fonds, où là on va atteindre des zones de dizaines de mètres, avant d'arriver sur la plage, où là les profondeurs vont varier de moins 12 à 0, qui est le niveau de la plage. Donc au moment où les vagues arrivent en eau peu profonde, donc le fait que la profondeur locale soit faible va générer une cambrure de la surface de la vague, qui va engendrer, à un moment où on atteint une certaine stabilité, le déferlement. C'est ce qui est bien connu des surfeurs. Et donc ce déferlement va se traduire par une dissipation d'énergie. Et donc cette énergie va se transformer, va être notamment à l'origine de la formation des courants côtiers. Et ces courants côtiers, associés à la turbulence qui est générée au moment du déferlement, la turbulence, on peut imaginer ces gros tourbillons, qui vont favoriser la mise en suspension des sédiments. Donc, sédiments, c'est le sable. Et donc tout ça va participer à une modification de la morphologie, donc de la forme des plages. Et c'est ce qu'on cherche à étudier. Et en particulier, on essaye de corréler, donc d'associer les conditions de vagues avec la modification de la plage. Et un paramètre particulier qui nous intéresse, ça va être le niveau d'eau, puisque l'impact des tempêtes va être d'autant plus important que le niveau d'eau est haut. Donc c'est pourquoi d'ailleurs les tempêtes ont des effets beaucoup plus importants lorsque les marées sont hautes, puisque ça correspond notamment au niveau maximum d'eau moyen qu'on peut observer. Pour mesurer la modification de la plage pendant la tempête, on a un système de caméras. L'objectif du système, c'est de voir quelle est la modification de la plage. Et pour ça, on a 3 caméras. Une caméra qui pointe à la zone au large, une autre caméra qui pointe le défaiblement de la vague et une autre caméra qui pointe les plages. Chaque caméra, ils prennent une photo chaque 2 secondes et après 20 minutes, on fait la moyenne. Ça nous permet de voir les zones de défaiblement et comme ça, on peut obtenir la bathymétrie de la plage. La bathymétrie, c'est simplement la forme de fond de la mer. Donc le profil des plages évolue au cours de l'année, en particulier pendant les saisons. Donc pendant la période estivale, généralement on a des largeurs de plage plus importantes que pendant la période hivernale. Donc ceci est lié au fait que pendant les périodes de fortes vagues, donc les tempêtes notamment, les vagues vont venir prendre du sable sur la plage qui va être transporté vers le large, déposé
sur le fond former des barres sous-marines et que pendant les périodes estivales, au contraire, les périodes sont plus calmes, moins de vagues. Et donc là, on a des courants plutôt orientés vers la plage qui vont transporter de nouveau le sable vers la plage. Et on observe donc un va-et-vient continu comme ça au cours de l'année. Donc l'équilibre dynamique que je viens de décrire est un équilibre fragile, donc qui peut être perturbé par l'anthropisation. Donc l'anthropisation, c'est quoi? C'est l'aménagement par l'homme du littoral. Et donc dans certaines zones, on va observer donc une intensification de l'érosion. Et dans d'autres zones, notamment à proximité d'une digue, donc on peut observer une accumulation de sédiments. Moi, je m'occupe du traitement statistique des données de vagues pour m'intéresser aux tempêtes océaniques, notamment sur la côte basque. Et je m'intéresse spécifiquement en ce moment à la plage de Biarritz, donc comme dans l'exemple que je montre ici. Donc j'ai calculé toutes les hauteurs atteintes par l'eau toutes les heures. Et j'ai représenté la hauteur de danger là, qui correspond au casino de Biarritz. Et en rouge, j'ai mis la tempête du 6 ou 7 janvier où il y a eu beaucoup de dégâts, notamment l'inondation du casino. Et donc ça a permis de mettre en valeur le fait que les hauteurs atteintes par l'eau pendant cette nuit étaient très importantes, donc dangereuses. La plage de Biarritz est intéressante parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont juste face à l'océan Atlantique et du coup qui sont très exposés pendant les tempêtes. Nous voici sur la digue de l'Arta. La digue de l'Arta a été construite à la fin du 19e siècle pour protéger la baie de Saint-Jean-de-Luz, le port de Saint-Jean-de-Luz et le port de Cibourg également. L'université de Pau s'est intéressée à cette digue parce qu'elle est soumise à de très fortes vagues et de très forts impacts dus aux vagues qui arrivent de l'océan Atlantique. Donc nous avons installé une station de mesure alimentée par un panneau solaire et nous avons placé des capteurs de l'autre côté de la digue pour venir mesurer précisément les vagues qui impactent cette digue. Alors nous voici devant la station qui est protégée par une plaque d'acier galvanisé pour bien entendu protéger de toutes les intempéries. Et donc là on va voir comment la station a passé l'hiver parce que je n'ai pas retourné depuis l'automne dernier. Donc on va voir tout ça. Et voilà, là maintenant c'est que du dévissage. Nous voici à côté de la station de mesure qui a été donc derrière cette plaque en inox que je viens de démonter. Donc dans cette station de mesure, on va retrouver 4 gros composants. Alors le premier qui est un régulateur de charge de la batterie qui est alimenté par le panneau solaire qui est juste à côté. Voilà, c'est ce composant. Ensuite on a la station de mesure qui nous permet de faire des mesures sur les capteurs qu'on va aller voir tout à l'heure, qui sont amenés ici dans la station de mesure. Et le dernier composant est un routeur GSM 3G qui nous permet d'émettre les données sur le réseau GSM. Un des problèmes rencontrés lors des fortes tempêtes était le fait que les vagues passent par-dessus la digue et coupaient le signal 3G du routeur et je ne pouvais ainsi plus télécharger les données. Donc on a rajouté une capacité de stockage supplémentaire sous forme d'une simple clé USB qu'on a rajoutée sur la station de mesure. Je vais récupérer les données de la station de mesure pour récupérer une partie des enregistrements qui ont été effectués cet hiver. Donc je prends la clé USB et je la connecte à mon ordinateur pour observer certains signaux de cet hiver. Nous voici au pied de la digue, à l'emplacement des capteurs que nous avons positionnés pour venir mesurer les pressions exercées par les vagues sur la structure de la digue de l'Arta. Ici on peut voir le premier emplacement du capteur
un deuxième capteur qui se situe un peu plus haut ici, et l'océan pile en face de ces capteurs pour venir capter les différentes vagues qui viennent se propager sur la structure de la digue. Les capteurs que nous utilisons sont des capteurs de très bonne définition, avec une très bonne vitesse, c'est-à-dire que nous pouvons mesurer jusqu'à 10 000 points par seconde, ce qui nous permet de bien regarder la forme du signal, de l'impact. Donc tout ça dans l'objectif de pouvoir les comparer avec des essais qui sont faits sur des canaux miniatures. Le type de laboratoire que nous avons souhaité mettre ici avec l'Université de Pau sur la digue de l'Arta, c'est ce qu'on appelle un laboratoire à ciel ouvert qui nous permet d'avoir des mesures très très proches de la réalité. Aujourd'hui, les vagues ne sont pas très grandes comme on peut le voir, mais lors de certaines périodes de tempête en hiver, certains blocs peuvent parcourir de grandes distances. Par exemple, le bloc qui est derrière moi, carrelé en blanc, a parcouru une centaine de mètres et se situe au début de l'hiver à côté de moi. Un autre exemple, certains blocs peuvent être portés par les vagues et passer par-dessus la digue. Il faudra qu'on se cale bien parce que nous, septembre-octobre, on va être pas mal occupés. On a de grosses réparations à faire à Sainte-Barbe. Les travaux qui ont permis l'instrumentation de la digue ont été possibles grâce à une collaboration étroite avec le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Donc il faudra bien qu'on... Donc une bouée de houle est mouillée au large à peu près à 5 km, donc dans 50 mètres de profondeur. Donc ces données sont utilisées pour caractériser les vagues avant la zone de déferlement et donc elles nous permettent de mesurer non seulement la hauteur des vagues, la direction de propagation des vagues ainsi que leur période. Et ces données sont utilisées ensuite pour réaliser des études statistiques. Pour compléter l'étude des vagues, en fait, nous allons faire des études sur des modèles numériques. Donc ici, on voit le modèle numérique que nous avons développé. Donc c'est un modèle qui est sur le sud du golfe de Gascogne. On voit ici le gouffre de Cap-Breton et nous on se trouve quelque part par là au niveau d'Anglet. Alors nous allons calculer en fait la houle en chacun des points de croisement de ce maillage. Et on se rend compte que plus on se rapproche de la côte et plus on va mettre de points pour avoir plus d'informations. Alors sur ce modèle numérique, on a modélisé 50 ans de houle. Et à partir de ça, on va pouvoir en fait en tirer des cartes concernant les potentiels d'énergie de la houle. Alors, on peut sortir par exemple des cartes de ce style-là, qui nous montrent en fait les énergies, l'intensité de l'énergie qui est disponible en chaque point de cette carte-là. Et on va se rendre compte, ça c'est une moyenne donc sur les 50 ans, et on va se rendre compte par exemple qu'au niveau de Vieux-Boucau ou bien entre Vieux-Boucau et Osgore, on a des points très rouges, c'est-à-dire des points de fort potentiel énergétique. Alors ce qui est amusant également, c'est de retrouver des petits points rouges ici, sur la partie sud de notre zone, et on peut remarquer que ces petits points rouges, eh bien, ils sont placés exactement sur les spots qui sont des spots de surf, tout simplement. Alors on peut tracer également un deuxième type de courbe, ce sont ces courbes-là, où on va tracer ici en horizontal en fait la période de la houle, c'est-à-dire le temps qu'il y a entre deux vagues, et ici la hauteur des vagues. Et puis on va voir une zone ici qui est plus foncée, c'est la zone en fait qui correspond au fait qu'il y ait plus de vagues qui ont cette période-là et cette hauteur-là qui arrivent en ce point où ça a été tracé. Alors l'avantage, c'est que ça permet, lorsqu'on va mettre un système de récupération d'énergie de la houle, ça permet de dire, ce système, on sait qu'il est performant pour une période donnée et pour une hauteur de vague donnée. Alors si par exemple notre système que l'on veut implanter à cet endroit-là, il est performant dans cette zone-là, on voit tout de suite que ce n'est pas le bon. Il faut qu'on trouve un système qui soit performant pour ces périodes-là et pour ces hauteurs-là. Alors développer un modèle de vague, c'est très intéressant, mais ça ne sert à rien si on n'a pas la possibilité de vérifier les résultats que l'on obtient. Pour vérifier les résultats que l'on obtient, il est nécessaire de comparer ces résultats avec des mesures qui sont faites au large sur site à l'aide d'une bouée de houle. Alors ici, on a donc la présentation d'une bouée de houle qu'on peut voir qui est implantée au large d'Anglet. Cette bouée, elle mesure donc les vagues et elle nous en envoie une information que l'on peut récupérer en direct. Voilà exactement le signal de la bouée de houle. On voit ici donc la bouée qui bouge au fur et à mesure. On voit ici qu'elle se déplace, elle monte, elle descend. Et ce qu'on peut voir ici, c'est sur une courbe d'évolution à 5 jours. On voit ici qu'hier, où il faisait beau, on avait des vagues donc, qui étaient de l'ordre à peu près d'1 mètre. Et puis aujourd'hui, il ne fait pas beau, il y a une dépression qui est arrivée sur la côte. Et aujourd'hui, avec cette dépression, on voit que la hauteur moyenne des vagues est montée. On a des vagues maximum qui sont de l'ordre de 2,50 m et des vagues moyennes qui sont de l'ordre de 1,20 m.
Donc durant ce film, vous avez vu beaucoup d'exemples qui j'espère vous auront intéressé. Nous en tout cas, c'est un sujet de recherche qui nous passionne. Et c'est un sujet qui n'est pas prêt de s'arrêter à cause du changement climatique, de la montée des eaux, mais également par le besoin que l'on a de nouvelles énergies. Les vagues seront toujours un sujet d'actualité. Voilà, et donc nous n'avons pas fini de travailler dessus. Voilà, bye bye, à tout de suite pour les questions.